La chaîne de rénovation Patrick Morin change de main et contribution financière de 1,2 million pour le réseau des femmes d'affaires du Québec. Voici nos manchettes. Bienvenue à votre bulletin d'information du 17 février sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On débute par une nouvelle financière importante au niveau économique. Le groupe Patrick Morin est vendu. Plus tôt aujourd'hui, nous apprenions dans un communiqué et tel que aussi confirmé par TVA Nouvelles et par des employés de Patrick Morin, donc que la chaîne de rénovation lanaudoise Patrick Morin a été vendue au groupe Turcotte et à Home Hardware. En tout, ce sont les 21 centres de rénovation Patrick Morin ainsi que son centre de distribution qui passe à de nouvelles mains. Les succursales continueraient, nous a-t-on laissé savoir, d'arborer les couleurs de Patrick Morin. On rappelle que cette firme, Patrick Morin, est lanaudoise. Le premier magasin, Patrick Morin, a vu le jour à Sainte-Marceline dans Lanaudière. Le deuxième magasin de la chaîne a été construit à Berthierville. Quelques années après la construction du centre à Berthierville, il a été reconstruit à quelques mètres de distance, plus près de l'autoroute, tout près du restaurant McDonald's. Donc, le Patrick Morin de Berthierville fait évidemment partie de la transaction. Selon certaines informations, la vente se chiffrerait à plus de 200 millions de dollars. Donc, Patrick Morin passe dans de nouvelles mains. Un dossier sûrement à suivre. Conférence de presse maintenant. Hier, le 16 février, le gouvernement du Québec a annoncé, lors d'une rencontre de presse, une contribution financière de 1,2 million de dollars accordée au réseau des femmes d'affaires du Québec, le RFAQ. Pour l'occasion, Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, ainsi qu'Isabelle Charret, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la condition féminine, étaient présentes. Elles ont toutes les deux dit quelques mots. On écoute ce qu'elles avaient à dire. J'ai donc le plaisir d'annoncer que le gouvernement du Québec accorde par le biais du programme d'aide à l'entrepreneuriat une aide financière d'1,2 million de dollars au réseau des femmes d'affaires du Québec pour appuyer la réalisation de ce projet. Les entreprises à propriété féminine sont de plus en plus nombreuses à s'investir dans la vitalité économique des régions et à accéder au marché public. Grâce à l'initiative du réseau des femmes d'affaires, encore plus d'entreprises pourront faire valoir leur expertise sur les différents marchés. L'initiative prévoit en effet l'accompagnement de 500 entreprises à propriété féminine dans 8 régions du Québec, soit celles du Bas-Saint-Laurent, de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, de l'Estrie, de Laurentides, Lanaudière et finalement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Chacune de ces régions possède des particularités qui lui sont propres et qui seront prises en compte lors de l'accompagnement des entreprises. Dans le contexte actuel de la pandémie, nous devons miser sur les forces régionales pour relancer notre économie. Le projet du réseau des femmes d'affaires du Québec est donc fort prometteur pour donner un nouvel élan à des entreprises détenues par des femmes d'affaires passionnées et déterminées à assurer la compétitivité et la prospérité économique du Québec. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour relancer notre économie et faire croître davantage l'entrepreneuriat au féminin. Avant de compléter, j'aimerais dire un petit mot parce que personnellement, j'ai été en affaires quelques années, puis je dois avouer que les premières années ont été excessivement difficiles. Puis un programme comme celui du Réseau des femmes d'affaires du Québec m'aurait clairement aidé en région à déployer mes ailes plus rapidement comme entrepreneur. Donc, si je peux aider certaines entrepreneurs, peu importe où elles se trouvent au Québec, ce sera pour moi une grande réussite, une grande fierté de collaborer avec le Réseau des femmes d'affaires via ce programme qu'on met en place aujourd'hui. Être à la tête d'une organisation représente une étape majeure dans l'exercice du leadership au féminin. Entreprendre, construire et diriger au féminin est une décision importante que plusieurs femmes choisissent de prendre et que le Réseau des femmes d'affaires du Québec soutient avec brio année après année. Au Québec, les dernières décennies ont été marquées par une croissance de l'entrepreneuriat féminin.
Pour preuve, la proportion de femmes parmi les entrepreneurs est passée de 19,8% en 1976 à 38,5% en 2019. Le goût pour l'entrepreneuriat féminin est également à la hausse. Je me réjouis de voir que tranquillement, on s'approche de la parité dans l'entrepreneuriat québécois. De plus en plus, on remarque que notre écosystème est mieux structuré et financé pour offrir aux femmes entrepreneurs des services de qualité adaptés à leur réalité. L'annonce d'aujourd'hui est un bel exemple. Grâce à l'initiative du RFAQ, de nombreux entrepreneurs auront accès à une formation et à un accompagnement afin de propulser leur entreprise sur de nouveaux marchés, et ce, en fonction de leur réalité et des particularités de leur région. Dans le contexte actuel lié à la pandémie, cette initiative apportera assurément une bouffée d'oxygène à de nombreuses entreprises qui se verront offrir un outil de plus afin de relancer leurs activités. On a évidemment besoin d'initiatives comme celle-ci pour favoriser davantage l'essor de l'entrepreneuriat féminin dans toutes les régions. Ruth Vachon, présidente et directrice générale du Réseau des femmes d'affaires du Québec, a tenu à les remercier et a, par le fait même, expliqué davantage le projet. On l'écoute. Alors, Madame la ministre Marie-Ève Proulx, Madame Isabelle Charest, ministre de la Condition féminine, distingués invités, chers membres, et merci beaucoup. En fait, je vous dirais que je suis un peu touchée. D'abord, je veux remercier le gouvernement du Québec parce que c'est très rare que pour l'accès, quand on parle d'accès au marché, qu'on a un soutien de la sorte. Alors, merci énormément. Je sais que la ministre a travaillé très, très, très fort. Alors, je veux la remercier personnellement parce que pour l'approbation de ce projet, je sais qu'elle a dû aller au front pour le réseau. Alors, merci. Votre appui nous était extrêmement précieux. Depuis qu'on est plongé dans la pandémie, tous les entrepreneurs ont dû relever des défis auxquels personne n'avait été vraiment préparé pour ça. Alors, certaines ont connu une croissance exponentielle, mais pour d'autres, ça a été beaucoup plus difficile. Mais ce qu'on peut dire, c'est que tous ont déployé quand même, autant que faire se peut, des stratégies pour maintenir l'activité économique en vie, le plus vivant possible. Nous, ce qu'on a fait au mois d'août dernier, en collaboration avec EY et d'autres partenaires canadiens, on a fait un sondage partout au Canada pour savoir c'était quoi les priorités des femmes entrepreneurs pour traverser la turbulence et affronter la phase post-COVID, parce que c'est beau de la passer, mais on sait qu'après, il y aura aussi autre chose à laquelle on aura à faire face. Et ça a été très, très, très dominant comme réponse. 80% des femmes entrepreneurs ont dit nous, l'accroissement de la clientèle, c'est vraiment essentiel à notre survie et au succès de nos entreprises. Alors, c'est pour ça que, étant donné que c'était tellement dans notre créneau, on s'est dit, on a élaboré le projet qu'on a soumis à la ministre Proulx, et pour nous, c'était la réponse directe aux besoins réels et actuels des femmes entrepreneurs, c'est-à-dire le besoin d'avoir accès à des nouveaux clients et développer des nouveaux marchés. Alors, comme la ministre Proulx disait tout à l'heure, on sera dans 8 régions du Québec où est-ce que nous allons miser sur l'identification, la formation et l'accompagnement de près de 500 femmes entrepreneurs au cours des 3 prochaines années. Le but dans ça, c'est vraiment de leur donner des chances pour décrocher des contrats auprès des moyennes et des grandes entreprises. Alors, ce maillage-là, qu'on appelle inter-entreprise, va s'effectuer via la plateforme numérique qu'on a réalisée par le Réseau des femmes d'affaires du Québec avec le soutien de la Caisse de dépôt et placement du Québec l'an dernier. Alors, ce qui est agréable, c'est qu'on démarre un projet avec les outils qui sont déjà en place. Alors, on aura des initiatives qui vont permettre d'adapter des différentes stratégies de maillage en fonction des réalités de chacune des régions, comme le disait la ministre tout à l'heure. Pratico-pratique, ce que ça veut dire, c'est qu'il y aura sur le terrain 2 équipes. Une équipe qui va être principalement pour travailler avec des femmes entrepreneurs du Québec et la deuxième pour travailler avec les grandes entreprises qu'on appelle souvent, chez nous, les grands donneurs d'ordre. Alors, la première équipe va avoir comme tâche d'identifier et d'intéresser 500 femmes entrepreneurs au projet.
Parce que présentement, il faut se le dire, il n'y a pas un bouton magique où on va appuyer et on va dire OK, sors-moi une liste magique des entreprises à propriété féminine qui sont en croissance au Québec. Ça n'existe pas. Et le projet, avec l'aide de nos partenaires, c'est à ça que ça va servir aussi, de se bâtir une liste ou une base de données pour être capable de travailler, de mieux les identifier, mieux les accompagner. Alors, cette équipe-là va aussi évaluer la capacité de ces entreprises-là et le potentiel à faire affaire avec des grandes entreprises. On va évaluer à ce moment-là leurs besoins de formation, de même que leurs besoins d'accompagnement aussi. Ensuite, on va les accompagner vers la plateforme dont on parle tout le temps, la plateforme Refac Plus. Puis pour maximiser leur visibilité, chacune aura une page vitrine qui va leur permettre de faire connaître autant leurs produits et services et leur permettre d'être repérés par des moyennes et des grandes entreprises. Alors, en plus de la plateforme, on va avoir aussi d'autres initiatives plus locales, plus régionales, qui vont être d'organiser des mises en relation avec les femmes entrepreneurs et ces grandes entreprises-là, soit par table ronde ou encore par café virtuel pour leur permettre d'échanger avec les grandes entreprises et de connaître les façons, les bonnes façons pour être capable de faire des affaires ensemble. Cette équipe-là va aussi avoir une veille sur les appels d'offres qui vont être déposés parce que parfois, ce projet-là, ce qu'il y a de particulier, c'est que les contrats sont à la mesure de la capacité des femmes entrepreneurs. Parfois, il y aura des appels d'offres qui vont être déposés et qui vont nécessiter la présence ou la contribution de 2 ou 3 entreprises à propriété féminine. Alors nous, notre rôle sera de les rapprocher, de les lier pour qu'elles soient capables de livrer la marchandise et d'avoir accès à ces grosses commandes-là, mon plaisir. Et la deuxième équipe, elle, de son côté, va beaucoup plus travailler avec les grandes entreprises parce qu'on a besoin, de les solliciter, de les sensibiliser et de les mobiliser pour qu'elles fassent affaire avec des entreprises à propriété féminine. Alors, l'objectif est de recruter une centaine de ces entreprises-là qui vont accepter de soumettre à peu près 40 millions de dollars d'appels d'offres dans les 3 prochaines années. Et pour le réseau des femmes d'affaires, on a une espèce de particularité, c'est qu'avant de se lancer dans quelque chose, on a fait des pilotes cachés en arrière et on a déjà 25 grandes entreprises qui sont engagées dans le processus et qui ont très hâte de commencer. Alors pour nous, c'est un signe qui est très, très prometteur. Allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce 17 février, pas d'anniversaire dans nos carnets à souligner, mais si c'est votre anniversaire, chers téléspectateurs, nous vous souhaitons, toute l'équipe de CTRB, une agréable journée de fête, donc en ce 17 février. On poursuit maintenant avec un peu de nouvelles à caractère sportif. Au début de février, nous apprenions que Bianca Saint-Georges, une joueuse de soccer de Saint-Félix-de-Valois, donc dans la Naudière, ancienne joueuse du Laser de Joliette, aujourd'hui nommée le Noir et Or de la Naudière-Nord, avait été sélectionnée pour le camp d'entraînement de l'équipe nationale féminine.
Nous en avons parlé avec elle alors que l'équipe nationale jouera son premier match demain, le 18 février, à la Coupe, la She Believe Cup, un tournoi de soccer féminin présenté à Orlando, en Floride. Un tournoi mettant en vedette les équipes nationales du Canada, des États-Unis, d'Argentine et du Brésil. On écoute la joueuse de soccer. Parfait. Donc, tu as été invité au camp d'entraînement de l'équipe canadienne. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça a toujours été un but pour moi d'avoir cet accomplissement. Donc, c'est sûr que ça vaut beaucoup, mais ça fait juste que commencer. Donc, c'est juste pour build, c'est juste pour le momentum, dans le fond. OK. Puis... je dirais que c'était un camp où est-ce qu'il y avait beaucoup de nouvelles joueuses. Fait qu'on ressentait l'énergie que la plupart d'entre nous, on vivait quelque chose de gros et de nouveau. Fait que c'est ça qui faisait que c'était super cool. Puis même chaleureux, on dirait qu'on était tous là ensemble. Je suis revenue à Chicago dans mon équipe professionnelle parce que je me suis blessée en camp. Donc j'ai dû retourner à Chicago pour prendre soin de ma blessure. Mais c'est ça. C'est une mauvaise chance, mais on va prendre le bon côté des choses, puis je vais essayer d'apprendre beaucoup de ma blessure, donc... c'est quand même... je vais bien, tout moi. Et ça, c'est quand même une belle expérience, j'imagine. Je pense que tu avais mentionné que Christine Sinclair, c'était une de tes idoles, puis là, tu as pu faire un camp avec elle, là, c'est quand même... C'est ça, elle non plus n'était pas au camp, on n'a même pas pu se rencontrer, tu sais. Mais j'ai rencontré d'autres joueuses que je respecte énormément, fait que ça a été super. Mais, tu sais, avec comment le camp se déroulait, je sais que je vais avoir un retour et je vais pouvoir me prouver une autre fois. C'est juste que, c'est ça, des blessures, ça arrive et il faut juste que j'en prenne soin. C'est juste comme tout le monde vit ça, fait que c'est juste plate que ça m'arrive à mon premier camp. Oui, c'est ça, c'est dommage. Surtout, j'imagine, après, on est quand même en pandémie, là, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent quand il y a une nouvelle comme ça, fait que tu veux comme continuer d'être dans les bonnes nouvelles. Là. C'est ça. Je comprends. Tu as fait aussi tes premiers pas cet été avec ton équipe à Chicago. Comment as-tu vécu ça? C'est vraiment pas à quoi je m'attendais. C'est mieux. Je vais commencer par dire que c'est beaucoup mieux. Le niveau est exemplaire. Pour vrai, je pensais pas être dans un niveau qui allait être aussi professionnel que ça. Déjà, je trouvais qu'en université, on traitait ça pas mal professionnellement. Moi, je suis allée à West Virginia, puis la manière la culture de l'équipe, c'était très professionnel. Puis je m'attendais à similaire, mais c'est un autre niveau. C'est vraiment des gens qui ont de l'expérience, du bagage. Chaque moment c'est ça, c'est un niveau professionnel d'un point de vue nutrition, comment tu prends soin de ton corps, ce que tu fais dans ton temps libre, c'est next level. Fait que pour moi, c'est super inspirant, puis ça m'a juste poussé à continuer à avoir cette attitude. Puis la manière que j'ai approché mes matchs, le feeling était différent parce que j'avais l'impression que je suis partie d'une équipe universitaire où est-ce que j'étais un leader, puis je suis rentrée dans une équipe où est-ce que je suis nouvelle, puis j'avais de la misère à faire avoir les relations avec mes coéquipières en partant parce que tu rentres dans une nouvelle équipe, mais l'énergie, ça se sent, puis ça prend ça vraiment au sérieux, fait que tu rentres dans le groupe, puis ça va bien. Donc, je peux dire que j'ai vécu ça d'une belle manière. Ça a été super accueillant, mais aussi c'est un niveau professionnel où est-ce que la barre est haute. Parfait. Puis présentement, là, tu es blessé, mais avec la pandémie, est-ce que vous avez quand même des entraînements ou des matchs de cédulés, des choses comme ça qui vont arriver? Ou... Oui, c'est ça. Avec Chicago, on est présentement en pre-season, donc on s'entraîne avant la saison. Puis c'est à tous les jours, on a quelque chose. Donc on s'entraîne et on va avoir des matchs hors concours qui s'en viennent. Puis la saison, je pense qu'elle commence en avril,
la cédule n'est pas sortie spécifiquement, mais ça s'en vient. Puis ça va être une longue saison cette année, compensée pour l'année passée. Ah, OK, je comprends. Au moins, c'est positif si vous avez une saison. Ouais. Bianca avait également un message pour les jeunes. On l'écoute. Parlons un peu de ton parcours sportif. Là. Je sais que tu as joué pour le laser, que tu as joué, c'est ça, dans la région. Oui. Je pourrais dire que ça a été dans les plus belles années de ma vie, jouer avec le laser de Joliette. On était vraiment une grosse famille. On a vécu des moments où est-ce que, tu sais, avec tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, avec les Coupes du Monde, même l'équipe nationale, ce que je vivais à 14 ans, c'était aussi gros pour moi. Là. C'était vraiment des beaux moments. Puis c'est à ces moments-là que je réalisais que les possibilités étaient à l'infini. Tu sais, il pouvait y avoir tellement d'expériences à vivre, surtout dans mon sport. Puis ça m'a juste motivée à chercher ces moments-là. Fait que le laser a vraiment été une grosse fondation pour moi, pour mon futur, pour vouloir me développer. Puis surtout le sens de l'équipe. On avait, comme j'ai dit, c'était comme une famille avec le laser. Fait que ça m'a poussé à vouloir avoir ce sentiment-là avec mon équipe. De vraiment être tous ensemble pour un but. Puis c'est ça, quand j'étais avec le laser, après ça, c'est pas mal là que ça a terminé quand je suis allée à l'université. Parce qu'on joue. Dès que j'arrive à l'université, on ne joue plus vraiment un club. Puis c'est ça, ça se termine. Puis c'est à l'université que j'ai vraiment développé en tant que joueuse. Au niveau soccer, on dirait que quand je grandissais plus jeune, je développais en tant que joueuse de soccer, mais aussi en tant que personne, puis mon caractère. Puis c'est rendu que quand je suis rendue à l'université, j'ai pu appliquer ce que j'ai appris en grandissant, être très disciplinée, déterminée aussi. Puis c'est ça. À l'université, j'ai pu flourish. J'ai de la misère à trouver mes mots, mais c'est là que j'ai vraiment grandi. Puis avoir été repêchée par Chicago en 2019, ça a été le moment marquant d'un nouveau chapitre de ma vie. La SADC de Dautrey-Joliette, en collaboration avec Loisirs et Sport Lanaudière, a effectué une consultation auprès des partenaires du territoire, une analyse et un bilan du développement de l'axe touristique du Chemin du Roi. C'est pourquoi la SADC de Dautrey-Joliette et Loisirs et Sport Lanaudière, appuyée par l'Association touristique de Lanaudière et la MRC de Dautrey, invite les partenaires du développement touristique du territoire de Dautrey à une rencontre virtuelle par Zoom le 17 mars prochain en avant-midi. Lors de cette rencontre, les résultats de ce rapport seront partagés et ouvriront la discussion afin d'obtenir des commentaires et des suggestions pour la suite des choses. Allons à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. À l'hôpital de Lanaudière, le 12 février dernier, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Jean Tremblay, époux de Thérèse Grégoire demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants,
ses petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison de la situation actuelle liée à la COVID-19, donc à la pandémie, aucune cérémonie n'aura lieu, a fait savoir la famille. À Saint-Ambroise de Kildare, le 16 février dernier, à 85 ans, est décédée Mme Marthe Rochelot, épouse de feu Gérald Massé, demeurant à Saint-Charles-Borromée. Elle laisse dans le deuil ses enfants, donc Richard Massé, Guylaine Geoffroy, Michel Massé, Peter Croma, Nathalie Massé, Lionel Dupuis, ses petits-enfants, Simon, Amélie, Kevin, Marie-Gabrielle, Anne-Gabrielle, Alexandra, Catherine, Louis-David, ses 8 arrière-petits-enfants, ses sœurs Hélène Rochelot, Gilles Laurent, Pierrette Rochelot, Armand Mousseau, son beau-frère Jean-Denis Massé, ainsi que plusieurs autres parents et amis. En raison des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu à une date ultérieure dans l'espoir de se rassembler de nouveau. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. F. Thériault et Fils invite les citoyens à visiter son site Internet régulièrement pour suivre le développement de la situation en raison de la pandémie. On y va maintenant avec une petite nouvelle en terminant. On parle des cas évidemment des cas de COVID dans la Naudière. Donc, je ne sais pas si on a le tableau. On va vous faire un petit bilan des cas. On l'a ici. Donc, il y a une augmentation dans Dautrey. C'était à souligner parce qu'on est passé comme de 23 cas à 33. Donc, on était les plus bas dans Dautrey, dans la Naudière. Maintenant, la Mattawini est plus basse, a moins de cas que Dautrey. Mattawini 29, MRC Dautrey 33. On passe ensuite à MRC de Montcalm 57, la MRC Joliette 86. Les deux MRC qui comptent le plus de cas sont les Moulins à 188 et l'Assomption à 241. Malgré tout, il y a une baisse. On parle de 17 hospitalisations, 8 personnes aux soins intensifs, un décès de plus, ça en fait 485. Il y a au total 19 637 personnes qui ont contracté la COVID. Il y a 638 cas actifs dans la Naudière présentement et 18 514 personnes rétablies. Passons à la météo. Donc, tableau de la météo, des belles journées. Aujourd'hui, très belle journée, moins 9, on était très bien au soleil. Moins 13 ce soir, ciel dégagé. Cette nuit, ciel dégagé, moins 18. Le soleil est là jeudi matin, moins 17, c'est frisquet. Jeudi en après-midi, évidemment, soleil, quelques petits passages nuageux, moins 7 degrés. Jeudi soir, nuageux avec éclaircies, moins 12. Bref, une très belle journée en perspective. Demain, profitez-en. C'était Alain Bellumeur au pupitre de CTRB pour vos nouvelles, les nouvelles locales et régionales. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.